Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une mobilisation record de la communauté internationale sur la question de la crise anglophone au Cameroun entre l'ONU, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, le Commonwealth, la francophonie et les organisations internationales de la société civile. La pression ne cesse de monter pour faire bouger les lignes dans un pays où presque rien n'a changé. Plus de 2 mois après le grand dialogue national, tous les regards sont tournés vers la session extraordinaire du Parlement qui s'ouvre demain, un vendredi, à la veille de ces assises décisives pour la vie nationale. Quelles sont les procédures pour la convocation d'une telle session extraordinaire et quels enjeux pour l'avenir du Cameroun? Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Nous irons dans les zones semi-rurales à Douala pour vous faire voir le quotidien difficile des populations, notamment en Banga-Pongo, là où les nombreuses promesses d'amélioration des conditions de vie n'ont pas été tenues. C'est un grand reportage à suivre au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Depuis l'enlisement de la crise anglophone, les Camerounais assistent à un ballet extraordinaire des diplomates au palais de l'unité entre le secrétaire général des Nations Unies, les principaux responsables du Commonwealth, de la francophonie, de l'Union africaine, les multiples communiqués et résolutions du Parlement européen, ceux du Congrès américain et même la délégation de l'Union européenne et des sénateurs américains ayant séjourné au Cameroun. La pression ne cesse de monter pour faire bouger les lignes dans un pays où presque rien n'a changé. Après 2 ans et demi de guerre, plus de 500 000 déplacés du fait de la crise anglophone, 855 000 enfants déscolarisés et les Camerounais qui attendent toujours l'application des recommandations du grand dialogue national. Comment la communauté internationale se mobilise-t-elle pour éviter le chaos dans les régions du nord-ouest et sud-ouest? On voit tout cela avec Jean-Paul Chouniat. De toute son histoire diplomatique, le Cameroun n'a jamais autant été exposé au devant de la scène internationale, comme c'est le cas en ce moment, depuis l'éclatement du conflit armé dans les 2 régions anglophones et la crise post-électorale de la présidentielle 2018. Pour la seule année 2019 tirant à sa fin, la question de la crise anglophone au Cameroun a été évoquée à plusieurs reprises au sein des organisations internationales. On pourrait citer le Conseil de sécurité des Nations Unies avec 3 réunions sur la crise anglophone, dont la première date de mai 2019. La pression internationale sur le régime de Yaoundé s'est accrue avec la brutalité des États-Unis. L'entretien de Paul Biya avec le sous-secrétaire américain chargé des affaires africaines, Tibor Nag, suivi de sa sortie devant le Congrès américain, dénonçant des violences féroces et violations des droits humains dans les 2 régions en crise. De la sourde oreille du régime de Yaoundé sur des injonctions voilées de Washington, le bouillant président américain Donald Trump sanctionne le Cameroun, le suspendant des avantages de l'AGOA avec effet immédiat dès janvier 2020. En dehors des États-Unis et l'ONU, le Parlement européen, des organisations non gouvernementales, Human Rights Watch, Crisis Group, Amnesty International, y ont mis du leur, dénonçant avec la dernière énergie des tortures, des détentions arbitraires, des exécutions sommaires des civils, sous des tirs nourris des forces de sécurité et des sécessionnistes. Et le dernier ballet diplomatique, presque inédit dans l'histoire du Cameroun ces 40 dernières années, c'est l'arrivée au Palais de l'Unité d'une mission conjointe de 3 organisations internationales, l'Union africaine de Moussa Faki Mahamat, la francophonie de Louise Mushikiwabo et le Commonwealth de Patricia Scotland, tous venus dire à Paul Biya de faire un effort supplémentaire pour la résolution de la crise anglophone et l'apaisement d'un climat sociopolitique très tendu à la veille d'un double scrutin. Face à toutes ces pressions internationales pour un retour à la paix dans les 2 régions en crise et l'adoption d'un consensus politique, Paul Biya a sur sa table les résolutions du grand dialogue national, parmi lesquelles l'adoption d'un statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation, la réforme du code électoral et l'éventuel report du double scrutin du 9 février 2020. Une ou plusieurs de toutes ces questions fatalement liées entre elles pourraient sans aucun doute constituer l'ordre du jour de la session extraordinaire du Sénat et l'Assemblée nationale dès ce 13 décembre 2019. Procédure et le mécanisme de convocation d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat,
Quels pourraient être les enjeux au regard des crises multiformes qui secouent le Cameroun et la pression internationale qui ne cesse de monter sur le pouvoir de Yaoundé? Élément de réponse avec Guy Zogo. Partir pour rester. Les députés vont devoir se réunir à nouveau en session extraordinaire après la session ordinaire de novembre. La procédure relative à cette convocation est prévue par l'article 14, alinéa 3B de la Constitution du 18 janvier 1996. Cet article précise que la session extraordinaire de l'Assemblée nationale est convoquée à la demande du président de la République ou du tiers des membres composant l'une et l'autre chambre du Parlement. Selon les termes de la loi, la session extraordinaire est prévue pour se tenir en 15 jours sur un ordre du jour déterminé. Jusqu'ici, les sessions extraordinaires ont été plutôt limitées à l'Assemblée nationale, même si quelques-unes se sont tenues, notamment celle du 17 juin 2016 sur le Code pénal révisé. Quant aux enjeux de cette session extraordinaire, ils pourraient porter sur 3 points au moins. D'abord, la crise anglophone. Très attendue depuis la fin du grand dialogue national, la question du statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a pas été évoquée lors de la session ordinaire de novembre, qu'il ne serait pas superfétatoire que les représentants du peuple en débattent. Autre centre d'intérêt qui pourrait être abordé, les modifications dans le code électoral pour apaiser les tensions observées dans le processus en cours jusqu'ici relatif aux scrutins locaux de février 2020. Mais toujours dans ce registre électoral, il n'est pas exclu que les députés soient plutôt sollicités pour une prorogation de leur mandat et le renvoi des municipales et législatives. Enfin, les enjeux liés à la dévolution du pouvoir à la tête de la République pourraient aussi commander une révision constitutionnelle, laquelle introduirait un poste de vice-président. Les options restent donc ouvertes pour cette session extraordinaire qui s'annonce à l'Assemblée nationale. De cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, quel est le quotidien des populations résidentes dans le chaudron de la crise anglophone? À Tombelle, la peur gagne du terrain en raison de l'insécurité ambiante décriée par les populations. Elles se plaignent de la faible capacité des forces de l'ordre à pouvoir intervenir. Illustration avec le commissariat de sécurité publique à Tombelle, un commissariat sous-équipé selon les populations, disposant de très peu d'éléments, n'ayant aucun véhicule d'intervention avec des bâtiments publics vétustes. Cela suscite davantage la crainte des populations. C'est le constat que font Jacquino Molon et Sylvestre Zangaou dans ce reportage. L'insécurité dans un commissariat de sécurité publique. Nous sommes à Tombelle, dans la région du Sud-Ouest. Le bâtiment qui abrite ce commissariat de police, le seul du coin, tombe en ruine. Les policiers affectés ici, moins d'une dizaine, n'ont pas de véhicule d'intervention. Le dernier qui y a servi est 7404, hors d'usage depuis des décennies. Pourtant, ce commissariat de sécurité publique a la charge de veiller sur 71 villages et près de 100 000 âmes. Une situation qui ne rassure pas les populations, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, où les activités se multiplient. Le commissariat de Tombelle ne veut pas assurer la sécurité de la population pendant les fêtes, étant donné que le commissariat a très peu d'éléments. Et deuxièmement, le commissariat n'a pas de moyens pour intervenir rapidement parce qu'il n'y a pas un véhicule pour les permettre d'intervenir dès qu'on les appelle. Nous voulons maintenant Tombelle revient en paix. La population aussi veut vraiment fêter, mais la peur demeure. Il y a le manque du personnel, il n'y a pas les éléments pour intervenir rapidement. Même la cellule là-bas, c'est une taudis. Tombelle, une zone agricole riche en produits divers, voit très peu de personnes venir se ravitailler, comme ce fut le cas avant la crise anglophone. La question de l'accès aux soins de santé pour les populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest est en débat à Yaoundé. C'est à la faveur d'une réflexion sur la couverture santé universelle. Au terme de ce plaidoyer, des recommandations doivent être formulées et transmises au gouvernement afin d'améliorer les conditions d'accès aux soins de santé pour ces populations résidant encore dans ces régions en guerre depuis près de 2 ans. Des précisions avec Joël Essengue et Ike Cyril.
On reparle de la couverture santé universelle au Cameroun, avec la particularité que cette fois-ci, l'accent est mis sur l'accès aux soins des populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Nous nous sommes dit que la couverture santé, elle est globale. Alors si nous voulons toucher toute la population, commençons au moins quelque part. Pourquoi ne pas commencer la couverture santé universelle dans les zones reculées, celle qu'on appelle aujourd'hui le NOZO? Nous ferons un recensement où nous allons contacter le ministère de l'administration territoriale qui nous donnera des chiffres et nous descendrons sur le terrain. La réflexion sur l'accès aux soins des populations des régions en crise est portée par Value Health Africa. L'organisation va loin en indiquant le mécanisme qui pourrait faciliter l'accès aux soins de santé des couches défavorisées sur l'ensemble du territoire national. Nous allons continuer les activités et pourquoi pas arriver au nord, là-bas à l'extrême nord et voir comment nous pouvons continuer, évidemment non plus maintenant pour les zones en guerre, mais également dans une vision un peu plus globale. Il faudrait que les populations qui n'ont pas assez de moyens financiers, assez de revenus consistants, puissent avoir déjà une couverture santé universelle diminuée. Elles peuvent avoir accès aux examens, à tous les examens médicaux. Le patient qui sera à l'hôpital doit être en mesure de couvrir une certaine charge et elle ne doit pas être élevée. La réflexion de Yaoundé prend les allures d'un plaidoyer dont les résultats seront présentés au pouvoir public pour implémentation. Comment améliorer la gestion des redevances liées à l'exploitation des ressources naturelles au Cameroun? Lors d'un dialogue intersectoriel, des experts ont insisté sur les questions de bonne gouvernance et les enjeux des réformes minières au Cameroun. Rodin Gassi et Marcelin Gansop nous en disent plus dans ce reportage. Que de plaintes et de complaintes au sujet des redevances liées à l'exploitation des ressources naturelles au Cameroun. Il y a des défis de redistribution pour les communautés qui sont riveraines aux projets d'exploitation, différents projets d'exploitation. Il y a des défis dans le mécanisme de collecte et de traitement de l'information. Lorsque les lois sont votées, sont publiées, les communautés ne sont même pas informées et elles sont dans l'ignorance, donc ne savent même pas ce qui leur revient de droit par rapport à ce que la loi a établi. C'est fort de ces griefs que le réseau de lutte contre la faim a organisé ce dialogue intersectoriel sur les redevances liées à l'exploitation des ressources naturelles. Il était question pour les participants de contribuer à une certaine mise en cohérence des politiques et législations encadrant la gestion des ressources naturelles au Cameroun. En tant que femmes, nous sommes préoccupés parce que l'exploitation minière ne se fait pas en ville, elle se fait dans les forêts où les femmes mènent leurs activités quotidiennes. Ces activités quotidiennes que sont l'agriculture, la pêche, est-ce que les problèmes des femmes au niveau des sites miniers sont pris en compte? Nous regardons les problèmes des enfants qui se retrouvent dans les sites. Nous voyons les femmes qui travaillent, mais elles ne sont pas rémunérées au même titre que les hommes qui travaillent dans ces sites. Cette rencontre tombe d'autant plus à pic que le Cameroun est engagé depuis quelques années dans un vaste projet de révision de la loi foncière et des autres textes sectoriels encadrant l'exploitation des ressources forestières et minières. Le dialogue, c'est bien parce que dans le dialogue, on essaye de comprendre les réalités du terrain. Parce que ceux qui sont au niveau de l'administration, peut-être ne sont pas informés de ces réalités sur le terrain. Mais encore, il ne faudrait pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'au plaidoyer. Il faut, n'est-ce pas, toucher les décideurs. Nous avons souhaité regrouper l'ensemble des acteurs du secteur foncier, minier, forestier et des hydrocarbures, étant donné que toutes ces ressources sont assises sur la terre, pour pouvoir identifier tous ensemble les enjeux et les défis et faire des propositions qui pourraient être intégrées dans la loi foncière qui est en cours de révision et dans d'autres lois sectorielles. À travers le projet LANCAM, le réseau de lutte contre la faim s'est fixé pour défi suprême de sécuriser les droits liés aux terres et aux ressources et ainsi améliorer la gouvernance foncière au Cameroun. Un combat de longue haleine. Restons à Yaoundé où les petites et moyennes entreprises éprouvent toujours des difficultés à améliorer leur compétitivité et leur capacité de production. Elles pointent du doigt le faible accompagnement des pouvoirs publics. Elles l'ont fait savoir lors des Journées nationales des PME, là où le gouvernement a promis plus d'accompagnement durant l'année 2020. D'autres détails avec Aïk Cyril.
Au palais des congrès de Yaoundé, de jeunes promoteurs de petites et moyennes entreprises exposent leur savoir-faire. Ça, c'est la char de guerre que j'ai fabriquée en tôle. Elle a une rotation qui est vraiment rapide, qu'une char de guerre normale soit 30% de cadence de rapidité. Elle est utilisable avec cette télécommande fabriquée en carton et cette télécommande est rechargeable par un chargeur universel comme vous le voyez ici. Nous concevons les véhicules électriques, les motos électriques, les fauteuils roulants pour handicapés électriques. Et dans ce cas d'espèce, nous avons choisi d'apporter une contribution à nos forces de défense. Nous avons choisi d'aider l'État à lutter contre le terrorisme. Si le terrain est piégé par exemple, en pilotant cet engin à distance, tel que vous voyez, on peut déceler une activité électromagnétique. Doués de talent, ils auraient pu faire mieux s'ils bénéficiaient d'un appui conséquent de la part des pouvoirs publics. Les connaissances que nous développons ne sont pas différentes de celles que l'on développe aux États-Unis. Ce sont des technologies que l'armée américaine et l'armée russe utilisent. Nous les développons sur place. Mais si le gouvernement ne nous appuie pas dans le sens de la production à grande échelle, si le gouvernement ne nous aide pas à améliorer déjà ce que nous avons, nous risquerons parfois d'être tentés de passer à autre chose. Face au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, les promoteurs égrènent un chapelet de doléances. Nous n'avons pas assez de partenaires de partenaires pour nous lancer et nous aider à nous développer normalement. S'il peut nous aider et nous financer, donc pour que nous puissions nous développer aussi, développer le secteur d'activité des PME. Ce n'est pas facile, il faut des moyens et beaucoup de travail et nous avons souvent eu des difficultés au niveau de l'emballage. Nous avons besoin que nos produits puissent aller plus loin, mais parfois ce n'est pas facile. Parce qu'il faut les moyens aussi pour le faire. En guise de réponse, le MINMESA présente la stratégie gouvernementale pour financer les activités des promoteurs de PME. On va réfléchir ensemble sur des problématiques telles que parfois la possibilité de mettre sur pied des guichets ou des produits spécifiques pour le financement des startups, mais se pencher sur des dispositifs de financement alternatifs tels que le crowdfunding, les business angels et parfois même tout ce qui peut permettre dans notre écosystème de pouvoir mieux accompagner ce segment des PME. Gouvernement et promoteurs de PME s'expliquent à Yaoundé à la faveur des Journées nationales des petites et moyennes entreprises, rendues cette année à la 5e édition. Où en est-on avec l'informatisation du fichier d'état civil? Le Bureau national de l'état civil mis en place il y a quelques années fonctionne encore avec des moyens peu efficaces pour cette informatisation. Lors d'une rencontre qui s'est tenue dans la région de l'Ouest, ce bureau a tenu à sensibiliser les différents acteurs en charge d'élaborer ces documents sur la nécessité de respecter la procédure légale pour l'établissement des actes de naissance au Cameroun. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Plus de 15 ans après la réforme dans les années 2000 du système d'état civil au Cameroun, l'informatisation ou la numérisation des données du fichier national tarde à s'appliquer, ce qui a pour conséquence directe le phénomène des faux actes d'état civil qui se comptent en bon nombre au Cameroun. L'État, à travers le Bureau national de l'état civil, continue d'explorer les pistes pouvant permettre d'accélérer le processus, à l'instar du schéma directeur de l'informatisation du système de l'état civil élaboré en 2018, aujourd'hui dans sa phase de vulgarisation. Ce nouveau schéma directeur d'informatisation de l'état civil du Cameroun, tel que lancé par le gouvernement il y a quelques années après la réhabilitation du secteur de l'état civil, qui a donc révélé beaucoup de dysfonctionnements. Et comme réponse à cela, le gouvernement a décidé de lancer un projet d'informatisation de l'état civil qui va démarrer incessamment et que nous sommes en train de construire donc en ce moment. Un point d'honneur est porté sur le volet de la sécurisation des faits et actes d'état civil. Lorsque le processus sera en marche, chaque enfant va être attributaire d'un numéro d'identifiant unique personnel qui va le suivre durant toute sa vie de citoyen. Ce numéro sera porté sur l'acte de naissance, le même numéro sera porté sur l'acte de mariage,
sur l'acte de décès et nous sommes en train de travailler avec les services de police pour qu'éventuellement la carte nationale d'identité puisse porter également ce numéro initial que chacun aura désormais dès la naissance. Il était question, au terme de 2 jours de travaux, à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, de disposer des outils et instruments finalisés et assimilés par les parties prenantes. Des éléments qui pourront enfin permettre le décollage effectif du projet dans les centres d'état civil principaux, secondaires ou consulaires que compte le Cameroun. Un nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale doit être construit sur plusieurs hectares à Yaoundé. Il s'agit d'un hémicycle de 400 places disposant d'environ 14 étages. Les travaux ont officiellement démarré ce jeudi. Le coût des travaux est plus de 50 milliards de francs CFA. C'est un don de la coopération sino-camerounaise. Évocation avec Joël Essengue et Gizogo. Le temps de bâtir est venu à l'Assemblée nationale et cela passe par l'acquisition d'un nouvel immeuble siège dont la pose de la première pierre vient d'avoir lieu à Yaoundé. C'est avec un air de triomphe que le président de l'Assemblée nationale s'est affiché. Nous célébrons toujours le Cameroun, un Cameroun debout, solide comme le rocher, un Cameroun en marche. Mais également, nous célébrons l'amitié, qui est une grande amitié entre nos deux États, à savoir la République populaire de Chine et la République du Cameroun. En écho, l'ambassadeur de Chine au Cameroun se félicite lui aussi de la qualité de la relation entre Yaoundé et Beijing. Le nouvel immeuble de siège de l'Assemblée nationale sera un nouveau monument emblématique qui montre les réalisations du développement du Cameroun et témoigne de l'amitié et du partenariat entre la Chine et le Cameroun. Cette relation, selon l'ambassadeur de Chine, va se refléter à la fois dans les aspects de l'histoire des deux pays. En intégrant les éléments de deux pays, le nouvel immeuble de siège dispose de constructions complètes et d'une forme élégante et gracieuse. Il est à souligner que l'ancien hémicycle revêtu d'une histoire, une signification historique, sera conservé et transformé en musée. Mais reste encore à satisfaire les attentes par la qualité du travail du comité de suivi. Le plus difficile reste à venir. Les élus attendent que leur cadeau sorte du terre. Le peuple attend son joyau architectural. En retour, celui-ci s'engage en effet à se montrer à la hauteur de la mission qui lui est confiée. Nous nous engageons à poursuivre la même lancée pour le suivi, l'exécution effective de ce projet de construction du nouvel immeuble siège de l'Assemblée dans les délais et surtout en termes de qualité. Il faut que ça reflète les attentes du peuple camerounais. Œuvre de la Beijing Urban Construction Group, BUC, la construction de l'immeuble siège de l'Assemblée nationale qui va compter 14 niveaux et un hémicycle de 400 places est prévu pour s'achever en 2023. Son coût d'environ 54,5 milliards de francs CFA est entièrement financé par la Chine. Question et l'insertion des enfants déplacés et réfugiés dans le système éducatif camerounais est une préoccupation pour les Nations Unies. Le bureau du Haut Commissariat des réfugiés et bureau de Douala a tenu à sensibiliser la communauté éducative sur la nécessité de prendre en compte ces enfants déplacés dans le système éducatif camerounais et d'assouplir les mesures visant à les intégrer dans la société camerounaise. C'est à l'occasion de ces 10 années d'intervention au Cameroun, notamment à Douala, que le Haut Commissariat des réfugiés a tenu à mener cette sensibilisation. Des précisions avec Innocent Abega et Séverin Chouban et Nadine Yambou.
Les Nations Unies restent préoccupées par la situation humanitaire des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en raison de la crise anglophone. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fait partie de ces organismes qui se mobilisent auprès des déplacés en leur apportant une assistance et un soutien multiforme. Les résultats de l'évaluation ont démontré qu'il y avait des besoins pour les personnes déplacées internes. Il s'agissait de besoins dans le domaine des documents d'identification de ces personnes qui ont perdu leurs documents d'identité. Il y a les besoins d'appui à l'éducation des enfants déplacés internes. Il y a aussi les besoins de lutter contre les violences faites aux femmes, parce que la plupart des pères de femmes ou des jeunes filles déplacés qui vivent à Douala sont aujourd'hui engagés dans des activités impropres dont elles n'ont pas souhaité. Sur ces missions, sur le terrain des conflits dans les pays en crise, le bureau du HCR à Douala échange avec les élèves du lycée bilingue d'Akwa afin de leur faire passer le message sur ces différentes réalisations. Cette activité concernait une sensibilisation sur le mandat du HCR pour permettre à ces enfants de comprendre les activités du HCR, le mandat du HCR, parce qu'au sein de cet établissement, nous avons des élèves réfugiés qui sont enregistrés au sein de cet établissement. Donc il est tout à fait normal qu'on leur explique qui sont ces réfugiés et pourquoi, comment ils doivent vivre en symbiose avec ces réfugiés. Situé en plein cœur de la capitale économique Douala, le lycée bilingue d'Akwa accueille de nombreux déplacés de la crise anglophone et des réfugiés des pays voisins ayant fui les combats entre l'armée et les groupes rebelles. Le lycée d'Akwa a ouvert ses portes aux réfugiés. Nous avons 30 réfugiés. Nous avons les Centrafricains qui sont un peu plus nombreux. Nous avons également des Maliens, Tchadiens. La cohabitation est saine et plus que saine, très saine même. Pour marquer la célébration de ces 10 ans d'existence à Douala, le HCR distribue des kits scolaires pour l'hygiène corporelle de la jeune fille ainsi que du matériel pour l'assainissement du milieu scolaire. La cérémonie de remise de ces kits a été l'occasion pour les élèves de magnifier le vivre ensemble à travers des sketchs et autres prestations scéniques. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Convocation de la session extraordinaire du Parlement camerounais, les spéculations sur l'ordre du jour vont bon train. D'abord, la crise anglophone et l'application des recommandations du Grand Dialogue National. D'aucuns y voient des projets de loi qui pourraient atterrir sur la table des députés concernant ce statut spécial, la révision des lois sur la décentralisation avec peut-être une suppression des postes délégués du gouvernement, avec des postes électifs à la tête des principales villes du Cameroun et des pouvoirs plus importants pour ces régions du nord-ouest et sud-ouest. Précisons qu'il s'agit encore là des spéculations sur l'ordre du jour tant attendu de cette session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Une session extraordinaire qui arrive dans un contexte où les Nations Unies ont le regard tourné vers le palais de l'unité à Yaoundé pour en savoir davantage sur l'attitude du président Paul Biya. 2 mois après le Grand Dialogue National, ils attendent toujours de voir l'application des recommandations du Grand Dialogue National. Vous avez suivi dans ce journal comment la communauté internationale s'est mobilisée depuis 2017 pour mettre la pression sur le pouvoir de Yaoundé afin que les lignes bougent au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi, 20h. Rendez-vous lundi, 20h.